Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec David, alias David le promoteur, qui est entrepreneur et investisseur immobilier. Et j'ai juste envie, encore aujourd'hui, qu'on fasse le parallèle. En fait, pour moi, il y a énormément de parallèles sur l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Et j'avais envie d'avoir l'avis justement de David là-dessus. Salut David, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire qu'est-ce que tu fais et à qui tu t'adresses? Salut tout le monde. Donc je m'appelle David. J'ai 40 ans. Je suis originaire de Bordeaux, de la région bordelaise. Je suis entrepreneur depuis maintenant 2009 exactement. Euh, voilà. J'étais avant ça salarié depuis une dizaine d'années, on va dire, depuis les années 2000 en fait, où j'ai fini mes études. J'ai eu un BTS, voilà, un bac plus 2 euh, que j'ai obtenu sans grand mérite puisque je l'ai chopé à la repêche. Donc voilà, j'étais pas très très bon à l'école. Donc j'ai été salarié après pendant quelques années. J'ai vite vu les limites du salariat. Et comme j'ai toujours été très ambitieux depuis toujours, j'ai décidé bien de passer du côté de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire devenir entrepreneur pour essayer d'obtenir un peu plus que ce qu'on peut avoir dans le salariat. Voilà. Et en termes d'entrepreneuriat, justement, à l'heure actuelle, c'est quel type de personnes que tu accompagnes? En quoi consiste là actuellement ton entreprise principale? Alors aujourd'hui, ma société, j'ai deux gros pôles en fait assez complémentaires et distincts à la fois, puisque d'un côté, je fais ce qu'on appelle de l'infoprenariat, donc j'aide les personnes qui me suivent sur Internet à leur apprendre à investir dans l'immobilier, ou alors je leur propose également un accompagnement clé en main pour faire des projets immobiliers parce que j'ai plein de personnes, j'ai une communauté qui est assez prises par des métiers qui leur prennent beaucoup de temps et qui n'ont pas forcément le temps de se consacrer à tout ce qu'implique l'investissement immobilier, je veux dire la recherche, la mise en place de toutes ces choses-là, des recherches de financement, etc. Donc, je m'occupe pour eux de leur proposer des projets clés en main, très spécifiques, très ciblés. Et de l'autre côté, d'autres personnes à qui je propose des formations en ligne, en vidéo, pour apprendre à investir dans l'immobilier. Toujours avec des méthodes très spécifiques qui sont propres à moi-même. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une partie en fait de mon business. Et l'autre partie, c'est réellement l'investissement immobilier pur et dur. En fait, j'ai commencé par ça. Depuis, en fait, j'investis dans l'immobilier maintenant depuis 2007. Donc, ça va faire 12 ans maintenant que j'investis dans l'immobilier. Donc, je me suis créé un parc immobilier assez sympathique que j'ai à l'heure actuelle. Et j'intensifie toujours de plus en plus ce type d'investissement parce que, bah, un, parce que c'est rentable, ça me rapporte de l'argent, et deux, parce que c'est devenu une vraie passion, quoi. Voilà. J'aime investir dans l'immobilier, j'aime trouver des bonnes affaires, les acheter, les exploiter, en tirer un revenu, un rendement, voilà. Donc voilà ces deux gros pôles qui sont distincts et complémentaires, puisque comme je le disais, on parle toujours d'immobilier quoi qu'il en soit dans le cercle total de mon activité. Si on revient un petit peu justement sur ton premier pôle, sur le côté formation, ou peut-être des personnes finalement à investir dans l'immobilier, comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à te dire, bah, je vais me lancer, je vais faire des formations en ligne ou accompagner des personnes en individuel sur l'immobilier? Ça a été quoi un petit peu le déclic pour te lancer sur ce marché-là? Le déclic, c'est que j'ai moi-même accédé quelques années en formation en ligne. J'ai été moi-même client de formateurs en ligne que j'avais trouvé à l'époque. Donc, j'ai acheté ces formations-là, je me suis formé, j'ai acquis de nouvelles compétences, etc. Et suite à ça, en fait, on va dire, été remarqué par certaines personnes et on m'a invité à parce que j'ai une particularité dans l'investissement immobilier qui sort un petit peu de ce qu'on peut de ce qu'on peut entendre sur Internet. Et donc, j'ai été remarqué par certaines personnes qui m'ont invité à intervenir en séminaire. Donc, je suis devenu speaker dans des séminaires consacrés à l'investissement immobilier pour parler en fait de ma spécialité, de ce que je faisais comme type d'investissement immobilier. Donc, je fais ça pendant quelques années. Et suite à ça, en fait, le fait d'avoir connu ces deux choses, donc les séminaires en tant que speaker et également le côté client moi-même de formation en ligne, je me suis dit, ben, pourquoi pas aujourd'hui réunir ma connaissance qui a un intérêt puisqu'on m'invite
à en parler dans des séminaires, pourquoi pas en créer une formation en ligne telle que comme j'ai pu le suivre moi-même. Et c'est de là où c'est parti. En fait, ça a démarré parce que j'ai eu une demande. Il y a eu une demande, il y a eu un intérêt en fait de l'audience, du public pour ce type d'investissement. Et je me suis dit, bon, s'il y a un tel intérêt pour les investissements que je fais, ben pourquoi pas en proposer de façon beaucoup plus large et générale. Et justement, c'est un petit peu l'histoire, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu partages dans le sens où beaucoup de personnes ont finalement cette histoire-là de s'être mis au début à suivre des formations en ligne, d'avoir vraiment une spécialité, de vouloir après repartager ça finalement, repartager son savoir-faire. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain, comme tu en as conscience. C'est quoi les principaux challenges, toi, que tu as rencontrés au cours du développement de ton entreprise de ce côté-là, de ce premier pôle, comme tu le disais? C'est quoi les deux, trois challenges qui t'ont marqué, sachant que tu n'étais pas issu en plus du milieu du marketing à l'origine? Bah, pas du tout issu du marketing, évidemment. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à m'y mettre. C'est parce qu'un de mes amis m'a mis à pousser. Lui, il était déjà là-dedans. Il m'a dit, il faut absolument que tu fasses une formation sur ça. Ta méthode, elle est extraordinaire. Personne l'applique, personne n'en parle. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Il va y avoir une demande très forte, c'est sûr et certain. Bon, il avait pas tort puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je connais. En fait, je connais une très grosse demande sur cette formation qui s'appelle la stratégie de la doublette. Et donc, au départ, ben, j'y connaissais absolument rien. Donc, il a fallu que j'apprenne les rudiments de l'Internet et du marketing, qui n'était pas du tout mon domaine. Et puis, en apprenant et en me formant, il faut même quand on a certaines compétences, il faut quand même continuer à se former. On ne connaît jamais tout. Ben, j'ai réussi à créer cette formation et à la proposer en ligne. Maintenant, avant de proposer cette formation en ligne, je me suis assuré que cette méthode que j'allais proposer fonctionnait. Et avant de la proposer, moi-même, j'ai pu l'expérimenter plusieurs fois. Je ne l'ai pas expérimenté qu'une seule fois, je l'ai expérimenté des dizaines de fois pour être certain que ça marche dans toutes les conditions et pour pouvoir la proposer à des gens qui vont se trouver un petit peu partout et qui vont pouvoir reproduire le même schéma que moi dans leur région, évidemment en ciblant certains critères. On ne peut pas non plus le faire n'importe où. Il faut vraiment chercher les bons endroits. Comme pour n'importe quel investissement immobilier, on n'investit pas dans l'immobilier, que ce soit peu importe le bien. Il faut que ça soit avec des critères bien spécifiques pour que ça soit rentable, que ça se valorise, que ça rapporte de l'argent, etc. Mais si maintenant, justement, avec ton parcours, tu devais, entre guillemets, repartir de zéro, c'est-à-dire que tu connais vraiment rien dans le marketing Internet, tu as envie de lancer une formation en ligne, que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier ou peut-être dans un autre domaine, ça serait quoi les deux, trois conseils que tu donnerais à un jeune ou un jeune qui se lance et qui a envie aussi de partager son savoir-faire, qui a envie de partager sa méthode, qui, comme toi, l'a déjà testé auparavant, il sait que c'est un truc qui marche et il a envie de le partager aux autres personnes. Ça serait quoi les deux, trois conseils que tu donnerais pour se lancer, justement? Le premier conseil que j'ai à donner, c'est déjà de l'éprouver soi-même plusieurs fois, parfois même pendant plusieurs années, pour être sûr que la méthode, elle fonctionne, qu'on la maîtrise et qu'on puisse être capable d'affirmer que ça marche. Parce que le but, lorsqu'on propose une formation en ligne, c'est vraiment de donner une vraie valeur. C'est-à-dire que les gens qui vont recevoir cette formation en ligne, euh, quelque part, il faut obtenir du 100% de réussite chez les gens qui vont suivre cette formation. C'est-à-dire que ce qu'on va proposer, c'est quelque chose qui fonctionne et la façon dont on va en parler et diffuser l'information, il faut que ça puisse être acquis par la personne qui va l'entendre, sachant que toutes personnes qui vont acheter le programme vont être très différentes. Et à ce moment-là, il faut savoir le proposer pour que ça soit compréhensible et que chacun puisse se l'approprier et le mettre en place pour lui-même et que ça fonctionne. Donc déjà, éprouver le système et la méthode à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois, en faire plusieurs fois pour être sûr que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est de se former sur comment créer le programme pour le diffuser en ligne. C'est essentiel. Même moi qui faisais de l'investissement immobilier, j'ai continué quand même à me former sur des formations en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je continue encore aujourd'hui, donc je m'arrête pas. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Et la troisième chose,
eh bien, c'est de se lancer. Point final. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et je pense que la troisième chose, c'est de passer à l'action. Parce qu'il y a plein de gens qui vont faire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais qui vont jamais agir. Et du coup, voilà, ça reste dans les placards. Tu disais donc que c'était vraiment pouvoir éprouver sa méthode et justement, toi, t'en es venu parce que c'était une méthode où on t'a dit, bah, David, cette méthode-là, elle sort vraiment de l'ordinaire et donc ça t'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Et c'est sans doute ça qui t'a permis aussi de te différencier, pardon. Est-ce que tu aurais d'autres conseils? Justement, tu es dans un marché sur Internet, dans l'immobilier où il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de formateurs, de formations en ligne sur l'immobilier. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour une personne justement qui démarre, qui a déjà investi dans l'immobilier, qui veut se lancer et aider d'autres personnes à faire pareil, pour arriver justement à se différencier, pour arriver à se différencier un peu sur la toile et proposer vraiment son truc à soi? Mais tu viens de le dire toi-même dans les phrases que tu viens de prononcer, c'est de se différencier. C'est c'est de ne pas faire comme les autres. Voilà. Ma particularité, si on regarde ce que moi je propose sur Internet aujourd'hui, on peut remarquer une chose, c'est que j'ai un discours qui est totalement différent de tout ce qui se dit sur Internet. Voilà, on prend la masse de la thématique de l'immobilier qu'on peut trouver sur Internet, tout le monde dit la même chose. C'est pas plus compliqué que ça. On peut prendre X ou Y, ils vont dire exactement la même chose, ils parlent de la même chose, alors que moi, je vais complètement dans une autre direction. Je suis aujourd'hui le seul à parler de ce domaine-là, de l'immobilier sur Internet aujourd'hui. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas de concurrence. Il y a personne qui a la compétence que moi j'ai dans ce domaine-là de l'immobilier et ça me permet de me développer. Et surtout, d'attirer des gens vers moi parce que je vais pas les ennuyer en racontant encore la même chose qu'ils ont pu entendre déjà des dizaines de fois sur YouTube ou ailleurs. Donc, le conseil que j'ai donné, c'est vraiment de faire quelque chose de différent, de proposer quelque chose de différent qui sorte de tout ce qu'on peut déjà entendre, de tout ce que les gens entendent déjà. C'est hyper important en fait, même si, comme tu dis, je disais plus ou moins la réponse dans ma question, mais c'est hyper important de repréciser là-dessus. De vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand j'accompagne des clients là-dessus, qui vont faire un petit peu, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils essayent, mais ils font toujours des choses finalement qu'ils ont vues un peu partout et suivent les effets de mode, donc se fondent littéralement dans la masse sans aller chercher vraiment justement sa propre niche à soi, sa propre spécialité. Ouais. Est-ce Ouais, tout que à fait. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre eux ne réussissent pas, quoi, en fait. Hein. Parce que s'il y a autant de monde sur le marché aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont dit, ah ben regarde, ils gagnent de l'argent avec ça, donc moi je vais le faire aussi. Ils arrivent sur le marché et là, ils se rendent compte que ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, un, ils sont pas connus, et deux, ils racontent la même chose que les autres. Donc du coup, il y a pas cette crédibilité qui passe au premier plan, puisqu'il y a déjà d'autres personnes qui, elles, sont crédibles qui parlent de la même chose. Donc, on va préférer aller vers ces personnes qui sont déjà crédibles, qui sont déjà installées depuis des années, qui ont déjà une reconnaissance dans le domaine, plutôt que vers quelqu'un qui a pas d'expérience, qui raconte la même chose et finalement qui copie ceux qui étaient déjà là. Et c'est intéressant, je trouve, parce que si on fait le parallèle, si on vient faire le parallèle avec l'immobilier, en tant qu'investisseur immobilier, je ne sais pas si toi tu le ressens peut-être pas dans ta spécialité à toi, mais on parle beaucoup, par exemple, de colocation et on arrive de plus en plus à un marché qui est à saturation, justement, parce qu'il y a tellement eu cet effet de mode sur les colocations que de plus en plus, il y a de personnes qui sont mises à faire des colocations, de plus en plus, les bonnes villes, entre guillemets, rentables sont connues, en fait, et du coup, le marché devient de plus en plus à saturation sur ces villes-là. Bien sûr. Et là, encore une fois, voilà, c'est encore un exemple typique. C'est que tout le monde va vers le même endroit. Tout le monde veut faire la même chose. Donc, forcément, à un moment donné, il y a une concurrence qui devient de plus en plus importante. Et donc, et certains vont même perdre de l'argent. Donc, il faut autant dans l'investissement immobilier que dans la formation en ligne, que dans un autre type de business, si on veut sortir du lot, si on veut gagner, il faut être différent des autres. Il ne faut pas copier ce que font les autres. Il faut vraiment trouver sa stratégie, trouver sa particularité qui va vous faire sortir de l'eau et vous rendre rentable. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le suis en immobilier. C'est parce que mes investissements immobiliers sont complètement différents de tout ce que font la plupart des gens. C'est pour ça que je gagne beaucoup d'argent en immobilier. Voilà.
C'est parce que je suis vraiment différent de tous les autres investisseurs. J'ai pas de concurrence. Dès qu'on s'attaque à un marché où on n'a pas de concurrence, ben c'est beaucoup plus facile de trouver de bonnes affaires, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent. Si jamais on s'attaque à un marché qui est déjà saturé pour faire exactement la même chose que tout le monde, et bien là, on va sortir les deux rames et puis il va falloir ramer dur pour essayer de sortir la tête de l'eau, voire même laisser tomber à un moment donné parce qu'on va s'apercevoir que c'est saturé, qu'on n'y arrive pas. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment ce côté spécialisation, ce côté de différenciation qui est vraiment primordial. Est-ce que tu vois justement d'autres points communs entre ton rôle d'investisseur immobilier et le côté entrepreneuriat? Les autres points communs qu'il y a vraiment entre ces deux gros domaines? Ah, mais des points communs. Je dirais pas qu'il y a des points communs, c'est le même métier. C'est un investisseur immobilier, c'est un entrepreneur. La démarche d'un investisseur immobilier, c'est la même démarche qu'un entrepreneur. Il fait des recherches, il écrit des stratégies, il a des objectifs, il prend des risques et il passe à l'action. Et ça, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'investissement immobilier, ce sont exactement les mêmes critères qui reviennent. Donc, c'est un investisseur immobilier est un entrepreneur. Je sais qu'il y a beaucoup cette image qui revient du rentier immobilier qui travaille plus parce qu'il a des rentes immobilières qui arrivent. Ça peut être ça, évidemment, mais l'investisseur immobilier actif, moi par exemple, je suis un investisseur immobilier actif, c'est-à-dire que autant je pourrais me dire, je vis de mes rentes et puis je me laisse vivre, mais j'ai au fond de moi également un esprit d'entrepreneur, donc j'aime faire ça. Ce qui me pousse à me lever tous les matins et à continuer à faire des recherches, à trouver des bons deals, à investir et à continuer à faire grossir mon patrimoine. C'est même plus une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui joue aussi, c'est que tu es complètement passionné aussi par ce que tu fais et qui est une donnée qui est hyper importante à mon sens quand on se lance dans l'entrepreneuriat, d'être passionné vraiment par son domaine d'activité. Et si tu n'es pas passionné, finalement, tu n'as pas ce leitmotiv aussi qui fait que tu vas mettre le pied le matin pour te lever parce que tu fais clairement ce que tu aimes et tu comptes pas tes heures parce que tu adores ce que tu es en train de faire. C'est plus que primordial parce que dans le cas de l'entrepreneuriat, si jamais on n'aime pas ce que l'on fait, si jamais on ne se lève pas le matin pour aller faire ce qu'on aime, ça devient pire que d'être salarié et ne pas aimer le boulot dans lequel on travaille. Ça devient pire parce qu'on devient prisonnier de son propre business. Et ça, il y a rien de pire que ça. C'est la grosse dépression qui nous pend au nez. C'est beaucoup de mauvaises choses. Donc, quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est clair et net qu'il vaut mieux être passionné par ce que l'on fait. Sinon, il vaut mieux laisser tomber et retourner dans le salariat, clairement. Et pour ceux qui, des fois, en ayant conscience ou inconscience, peuvent des fois frôler un petit peu ce burn-out d'entrepreneur ou cette dépression, il y a aussi ce côté solitude, mine de rien, de l'entrepreneuriat quand on se lance en solo, qu'on est tout seul, si on n'a pas forcément un entourage d'entrepreneurs. Comment toi, tu as géré quand tu t'es lancé cette particularité de se lancer en solo en tant qu'entrepreneur et quels seraient les conseils que tu peux donner là-dessus sur comment gérer, entre guillemets, cette solitude de l'entrepreneuriat? Alors ça, c'est un point très intéressant que tu relèves parce que c'est très, très vrai. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent justement de cette solitude. J'en ai souffert moi-même à mes débuts parce que quand j'étais dans le monde du salariat, eh bien, je me levais, j'arrivais le matin au café, je voyais tous mes collègues, on rigolait, on se racontait les blagues du week-end ou de la veille. Voilà, on passait au travail, on repartait, on avait des collègues et on voit toujours du monde. On est toujours entouré d'une personne. Avec qui on va parler, avec qui on va partager de tout, des bonnes choses, se plaindre, etc. On se plaint beaucoup dans le monde du salariat et ça fait partie de la chose, du fait d'avoir des collègues avec qui partager des choses. Et au contraire, quand on devient entrepreneur, et moi ça m'est arrivé, mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul dans mon bureau pendant des journées entières à travailler le double d'heures que je ne travaillais quand j'étais salarié et des fois sans avoir de résultats. Et ça, c'est très, très frustrant parce qu'à un moment donné, on se lève et on se dit pourquoi je fais ça? Je me retrouve tout seul, je travaille 2 fois plus et j'ai pas de résultat. Ça, là, c'est la mort assurée de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que dans la première année de création d'entreprise en France, la moitié des entreprises qui se sont créées ferment au bout d'un an. Parce qu'il y a tout ce phénomène-là. Moi, ce que j'ai pu faire pour pouvoir me sortir de ça, c'est de sortir de mon bureau, c'est de sortir chez moi pour aller au contact des autres,
d'aller au contact des réseaux. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, c'est très rare le midi lorsque je déjeune tout seul. Je vais toujours essayer de trouver le moyen de contacter quelqu'un, un partenaire, un client, n'importe qui avec qui je suis en relation dans le business pour aller déjeuner avec lui, pour passer un bon moment, mais également pour faire du réseau, continuer à prendre des informations, à en donner également, pour dire aux gens ce que l'on fait, ce qu'on recherche. Et à la sortie de ce déjeuner, eh bien, ça va peut-être donner quelque chose, peut-être que ça ne donnera rien, mais une fois sur 10, on a un retour. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un business qui continue d'être alimenté en permanence et en plus de ne pas être tout seul, de rencontrer des gens, de faire du réseau. Voilà. Donc, une des astuces que je peux donner, c'est sortez le midi et essayez de toujours planifier un rendez-vous avec une personne avec qui vous allez déjeuner le midi, toujours avec quelqu'un de différent pour faire du réseau et alimenter votre business en donnant en fait des informations avec la personne avec qui vous allez déjeuner de ce que vous recherchez, de ce dont vous avez besoin et de recevoir également les informations de la personne que vous aurez en face de vous et qui vous donnera peut-être des astuces, des clés, des informations importantes pour votre business. Je sais pas si ça me fait penser vraiment à ce que tu dis au livre, et tu l'as peut-être déjà lu, Never Eat Alone. J'ai bouffé complètement l'auteur, qui dit exactement ce que tu viens de dire en fait. Le fait que quand tu es entrepreneur, tu dois jamais en fait manger tout seul et profiter du repas du midi en fait pour entre guillemets à la fois te détendre, mais aussi continuer finalement ton business. Et tout le livre est basé en fait sur cette notion-là. Ouais. Je connaissais pas, mais je rejoins parfaitement l'idée parce que ça apporte plein de bénéfices, le fait de ne plus rester tout seul toute la journée. Parce que ça, je l'ai vécu, hein, me lever à 6 heures du matin, travailler jusqu'à 20 heures et pendant toute la journée, ne pas avoir un seul coup de fil et pas avoir vu un seul visage. Quand on passe plusieurs journées comme ça, c'est vrai que ça devient pesant. Un homme, par nature, a besoin de relations sociales. On a besoin de rencontrer des gens, on a besoin d'échanger avec des gens. Si on reste enfermé, voilà, ça devient difficile et on peut même rentrer en dépression, quoi. Et comment tu arrives à gérer ces deux? Tu disais que tu avais deux pôles au tout début de l'interview, le côté vraiment investissement purement pour toi avec ta société et aussi le côté formation. Comment tu arrives un petit peu à organiser tes journées pour gérer justement les deux? Je sais que certains, moi par exemple, je vais essayer de fonctionner un peu et ça te reste toujours difficile à faire, mais par période où il y a des mois, je vais être vraiment focus sur mes investissements immobiliers et d'autres mois beaucoup plus sur mon entreprise. C'est quoi, toi, tes techniques un petit peu pour arriver justement à t'organiser? Moi, je suis un pur et dur investisseur immobilier et c'est ma motivation première. C'est ce qui me passionne le plus. Donc, je passe le maximum de temps sur l'immobilier, à la recherche de deals. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me plaît tellement que je le fais même pour mes clients en accompagnement, comme je le disais au début de l'interview. Et la partie Internet marketing, qui n'est pas ma spécialité première et qui n'est pas forcément non plus quelque chose à quoi j'aspire, on va dire, eh bien, cette partie-là, je la délègue. Je fais de l'automatisation, je délègue ça à des prestataires, à mes employés, voilà. Donc, tout ça, je vais le déléguer pour pouvoir me défaire de cette partie-là et me consacrer à l'autre partie qui est l'immobilier. Si justement sur la fin de cette interview, j'avais envie justement de te laisser parler de ta spécialité, ce que tu as évoqué, ce qui te différencie vraiment sur le marché de l'immobilier, qu'est-ce que tu entends? Tu parlais de la technique de la doublette. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et comment ça fonctionne justement? Oui, bien sûr. Donc, la méthode de la doublette, c'est très, très simple comme concept puisque c'est le construire deux maisons individuelles sur une seule et même parcelle de terrain. Alors attends, je vais juste, parce que je pense que ça a bugué un petit peu. Tu disais c'est deux maisons construites sur la même parcelle de terrain, c'est bien ça? C'est ça. C'est le fait de construire deux maisons, c'est pour ça que j'appelle ça une doublette, que l'on construit sur une seule et même parcelle de terrain. Le fait de faire ça, bon déjà, comme je viens de le dire, on construit de la maison individuelle. Donc j'entends très très peu aujourd'hui sur Internet des gens parler d'investissement dans des maisons individuelles. On entend beaucoup investir dans des immeubles, dans des appartements, dans des parkings, dans des garages, mais très peu dans la maison individuelle. Donc sur ce point-là, déjà, je me différencie énormément. Et la raison pour laquelle aussi il n'y a pas beaucoup de monde sur cette thématique, c'est que
l'expertise que j'ai, c'est une expertise de plus de 12 ans où j'ai réalisé plus d'une vingtaine de maisons en construction. Donc, j'ai une expertise qui a une certaine assise, on va dire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en proposant cette stratégie, qui est une stratégie ultra puissante parce que elle permet en fait de remplir plusieurs objectifs. L'un des premiers objectifs, c'est de pouvoir être propriétaire de sa résidence principale en maison individuelle. C'est le rêve numéro 1 en France. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Le rêve numéro 1 des Français, c'est d'être propriétaire de leur maison individuelle. Donc déjà, on répond à cette problématique. Et la deuxième problématique, c'est que c'est souvent difficile de devenir propriétaire d'une maison individuelle parce que ça demande un certain budget. Et le fait d'en faire une deuxième à côté et de la louer, on fait en même temps un investissement immobilier qui peut payer une partie de la maison individuelle, voire en totalité. Ça s'adresse également aux investisseurs purs qui, eux, vont directement mettre en location ces deux maisons et en tirer un cash flow, voire même pouvoir défiscaliser en faisant du Pinel. Là, encore une fois, je me différencie énormément de ce qui se dit sur Internet, puisque tout le monde dit fuyez le Pinel quand on vous en propose parce que le Pinel, c'est une arnaque. Et moi, je dis surtout ne fuyez pas le Pinel, faites du Pinel intelligent, faites pas du Pinel qui n'est pas rentable, faites du Pinel rentable. Moi, je sais faire du Pinel rentable, faites-le avec cette stratégie-là et vous allez voir que non seulement on est rentable, on obtient du cash flow, mais en plus, on ne paye plus d'impôts. Donc, quoi de mieux? Et le dernier des objectifs, le dernier des profils qui peuvent être intéressés par ce type d'opération, c'est le phénomène d'achat-revente, donc le fait de construire ces deux maisons et les revendre une par une pour dégager minimum 100 000 euros de plus-value. Voilà. Aujourd'hui, quand on investit dans l'immobilier ancien, même lorsqu'on rénove un appartement pour lui apporter un peu de valeur, on va difficilement, surtout avec les frais de notaire qu'il y a associés, on va difficilement à la revente obtenir 100 000 euros de plus-value. On va pouvoir faire 10, 15 000, 20 000, 30 000, ça dépend le projet qu'on a pu trouver. Mais 100 000 euros de plus-value, ça commence à devenir bien compliqué. Et avec cette méthode-là, on peut faire minimum 100 000, puisqu'aujourd'hui, moi, les membres de ma formation, tous ceux qui ont appliqué la méthode, tous ceux qui se sont lancés, ont tous obtenu plus de 100 000 euros. Ok, c'est juste… Voilà, même si je suis dans l'investissement, je commence à avoir un peu d'expérience dans l'investissement immobilier depuis 3 ans, mais c'est vrai que moi, en tant qu'investisseur, ça me paraît juste énorme, ces 100 000 euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on entend à tout bout de champ. C'est hyper intéressant cette technique-là pour être en train d'acheter justement, après mes investissements, en train d'acheter une résidence principale sur La Rochelle, qui est un secteur qui est assez coûteux justement. C'est vraiment ce que j'avais envisagé d'avoir un autre appartement. Bref, et ça, c'est pas fait. Comment tu trouves tes secteurs en fait? Est-ce que tu privilégies vraiment certains secteurs parce que tu les connais par cœur? Comment tu vas trouver vraiment les secteurs où tu sais que ça va être rentable vis-à-vis du terrain que tu vas acheter, vis-à-vis de la construction derrière? Je les connais pas forcément. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus besoin d'aller les chercher, les terrains sur lesquels je vais construire mes doublettes. On me les apporte. J'ai commence à avoir un certain réseau sur l'Aquitaine. Les gens m'appellent instinctivement parce qu'ils savent ce que je fais. Et dès qu'il y a un terrain qui ressemble à un terrain à doublette, eh bien, on me contacte pour me dire, voilà, mais David, j'ai ce terrain-là, est-ce qu'il t'intéresse? La seule façon de savoir si le terrain il est intéressant ou pas, eh bien, c'est de savoir l'étudier, c'est de savoir faire une étude de marché, en fait. Une étude de marché sur ce terrain-là. Parce qu'on me contacte pour me proposer des terrains qui peuvent être à différents endroits. Aujourd'hui, partout en France, on me contacte pour me proposer des terrains un peu partout en France. Et je ne connais pas forcément tous les secteurs en France. Par contre, je sais faire mon étude de marché. Je sais comment déterminer si le terrain que je vais acheter va me rapporter minimum 100 000 euros ou pas. Ça, je le sais. Donc, une fois qu'on me le présente et que j'ai toutes les informations, je fais mon étude de marché. Et une fois que j'ai validé mon étude de marché sur la parcelle par rapport à plein de critères qui concernent l'environnement de ce terrain-là, eh bien, je le valide. Et à partir de là, je lance les opérations sur les constructions. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup David pour tout ce partage. Je te laisse conclure cette interview si tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut trouver justement tes formations notamment sur la technique de la doublette. Oui, alors vous pouvez retrouver tous mes programmes et tout ce que je propose sur mon site internet qui s'appelle daviddevilla.com. Également sur YouTube, Facebook et Instagram, toujours sous le même nom, David Devilla. Voilà, donc assez simple pour me retrouver, notamment sur le site, il y a tous les coordonnées, il y a absolument tout ce qu'il faut. Donc,
Voilà. Ça roule. Ça roule. Merci beaucoup, David. Merci pour ton temps et Merci à à très toi. bientôt. Merci. Salut. Salut à tous.